RDC bien arrivé à Korogo pour son troisième match de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations. Match prévu c'est mercredi contre la Tanzanie. L'altercation entre Chancel Mbemba et les sélectionneurs marocains n'a pas encore dit son dernier mot. La Côte d'Ivoire à la porte de l'élimination. Les Ghana plient bagage. Malgré que l'équipe menait au score, on en parle de cette production sur votre chaîne en ligne. Allez, il a été avec nous depuis le début de la phase finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il sera avec nous jusqu'à l'épilogue. Gaëtan, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Monsieur Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning. Allez, on a vu les images de l'atterrissage des Congolais à Korogo pour les troisième match. Après 2 matchs livrés à San Pedro, on sent quand même qu'il y a la confiance dans les camps des Congolais, vu les images qui ont circulé sur les plateformes de l'instance qui gère le football en RDC. Ont-ils d'autres choix que d'être en confiance, que d'être serein, que d'être concentré parce qu'il s'agit là d'une finale? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que effectivement, ils doivent être confiants, surtout vu les contextes dans lesquels ils vont jouer ces matchs contre la Tanzanie. Cette finale du groupe F contre la Tanzanie, il faut insister sur ces concepts finales parce qu'il s'agit effectivement d'une finale. Et donc, le contexte est peut-être nuisible pour aborder une finale parce qu'il y a des accusations de racisme qui couvriront forcément ce match entre la RDC et la Tanzanie. Mais moi, je pense que loin des réseaux, loin de ces petites taquineries des réseaux sociaux, les léopards doivent être prêts pour éviter surtout de se faire surprendre par la Tanzanie, mais aussi par l'irrationalité du football qui voudrait que tout le monde batte tout le monde. Et donc, moi, je pense qu'ils doivent être concentrés, ils doivent être confiants et surtout sereins avant d'aborder cette finale. La situation entre Mbemba et Walid lors de la fin du match entre Congolais et Marocains ne pourra pas visiblement s'arrêter sur une simple altercation, puisque là il y a la FECOFA qui dès son silence, aussi la fédération marocaine et puis la CAF également entre en jeu pour en savoir un peu plus. Mais c'est parti des petites accusations. On pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'il s'agissait des petites altercations de fin de match où vous avez d'une part une équipe qui est très déçue de son rendement, étant donné sa grandeur, et une autre équipe qui a décidé finalement de regarder dans le jeu une équipe plus grande qu'elle. Donc il s'agit là de la RDC du Maroc. Les Marocains, à mon avis, n'ont pas apprécié le rendement, la recette produite par leurs joueurs, mais aussi la RDC qui a vraiment bataillé face à cette équipe du Maroc et qui est aussi plongée dans une forme de revanche après la déculottée prise lors des éliminatoires, lors des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde. On se rappelle de cet affligeant 4-1 à Casablanca. Donc, si vous voulez, il y a de part et d'autre 2 équipes qui avaient des nerfs surchauffés. Le climat aussi n'a pas vraiment facilité les choses. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces problèmes prennent une autre dimension, prennent une autre propension beaucoup plus dangereuse parce qu'il s'agit maintenant des accusations de propos racistes qu'on attribuerait au sélectionneur Walid Regragui. Donc, si ces insultes racistes venant du sélectionneur Walid Regragui se confirment, il y aura forcément de lourdes sanctions contre les sélectionneurs. Et en revanche, et c'est ce que moi je suis en train de redouter, si il s'avère que Chancel Mbemba, même si de lui-même il n'a pas parlé d'insultes racistes, malheureusement c'est ce que la FECOFA a dit, si ça se retourne contre Chancel Mbemba et que ça se confirme, comme le disent les Marocains, que Chancel Mbemba accuserait à tort le sélectionneur marocain d'avoir tenu des propos racistes, alors ça sera dangereux pour les défenseurs congolais, qui est pourtant importantissime pour la sélection congolaise pour la suite de la compétition. Qu'est-ce qui s'était passé au juste entre Walid et Mbemba? Parce qu'on voit une fin de match qui n'a pas été facile entre les 2 hommes qui
été des stars, Walid avec sa sélection, Mbemba avec les Léopards. Mais ils ne se comprenaient pas. Moi, je situe le problème au niveau de la compréhension et de l'interprétation des gestes, parce que autant Walid Regragui aurait mal interprété les gestes de Chancel Mbemba, les gestes du poing serré, parce que c'est très insultant dans la culture arabe. Autant Chancel Mbemba n'aurait peut-être pas bien compris ce que voulait lui dire Walid Regragui. Donc il y a un problème d'interprétation qui a débouché malheureusement sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à un jour carrément de match décisif du groupe F. Donc moi je pense que ça se situe surtout au niveau de la compréhension et de l'interprétation. Vous savez, la CAN, c'est une compétition qui intègre plusieurs cultures. C'est vraiment un melting pot, si je peux le dire ainsi. Il y a plusieurs cultures qui s'agrègent pendant un mois dans une compétition footballistique finalement fédératrice. Mais malheureusement, il peut y avoir des mauvaises interprétations des cultures. On a entendu dire que les journalistes congolais et marocains se sont battus pour les mêmes raisons. Peut-être il y a une mauvaise interprétation d'un geste, d'une parole, de propos. Voilà. Donc ça peut arriver à ça. C'est aussi ça le côté, le revers de la main d'une compétition qui agrège plusieurs cultures en son sein. On revient maintenant dans cette rencontre entre les Léopards et la Tanzanie, un match déjà prévu ce mercredi de la soirée. Fiston Mayele est très attendu face à un pays où il a quand même été élément clé d'une équipe comme Young Africa, meilleur arbitre de la Coupe de la Confédération, meilleur arbitre du championnat tanzanien. Il y a de quoi penser déjà à une titularisation des pensionnaires des Pyramides FC. Pourquoi pas? La question se pose et la question a le mérite d'être posée parce qu'on se dit d'un réflexe, dans un petit réflexe que voilà, c'est l'homme qui est très craint en Tanzanie, c'est l'homme qui est très craint par les défenseurs tanzaniens parce qu'il a explosé le compteur au niveau du championnat tanzanien, mais également avec Young Africans dans les compétitions africaines auxquelles il a eu à participer. Donc on se dit que c'est les joueurs parfaits pour marquer des buts face à la Tanzanie, mais après moi je les vois très loin parce qu'il s'agit là d'une hiérarchie. Il y a une hiérarchie bien précise dans la ligne offensive, surtout dans les compartiments d'avant-centre côté République démocratique du Congo qui place, mine de rien, peut-être la plupart des gens me comprendront mal, Bakambu premier, Banza après, et puis Fiston Mayele troisième. Moi je le vois très mal débuter le match, bien que le contexte, et moi je pense que le contexte lui est propice parce que ce sont des défenseurs qu'il a défiés par le passé, il les connaît très bien. C'est un gardien contre qui il a marqué énormément de buts, donc il les connaît aussi très bien, mais également c'est une sélection dans laquelle il a côtoyé énormément de joueurs, il en connaît véritablement les faiblesses et les forces, donc on peut se dire que du point de vue contexte, Fiston Mayele doit être l'arme sur laquelle va se reposer Sébastien Desabre, mais il s'agit là d'une hiérarchie et je vois très mal Sébastien Desabre griller la hiérarchie de la sélection congolaise. Allez, on revient sur les débuts de cette troisième journée avec les pays hôtes, la Côte d'Ivoire qui prend 4 buts devant une équipe de la Guinée équatoriale. La troisième journée démarre avec des résultats surprenants et ça a tourné au vinaigre, surtout pour les Ivoiriens qui étaient nombreux au stade, appuyer un pays qui revenait d'une défaite face au Nigeria, et une victoire était en tout cas importantissime face aux langues nationales, mais un premier grand revers dans cette phase finale de la CAN. Voilà l'importance de rentrer à la troisième journée étant dans la position de qualifier. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas fait la Côte d'Ivoire après s'être pris à revers par le Nigeria lors de la deuxième journée. Les Ivoiriens sont rentrés à la troisième journée en étant troisième, donc ils n'ont pas pu se relever. Après, moi je pense que c'est un séisme que de voir les éléphants se faire tabasser comme ça par une équipe de troisième chapeau, c'est-à-dire la Guinée équatoriale qui certes montre beaucoup de signaux de progrès, beaucoup de confiance, surtout beaucoup de maîtrise face à ces sujets.
ils en étaient déjà à 6 points pris, disons 4 points pris après 2 journées dans un groupe aussi relevé que celui composé par l'Égypte, disons par la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Donc c'était pas si facile que ça. Ils ont montré, ils ont fait preuve de force. Après, arriver à battre complètement la Côte d'Ivoire à domicile dans un stade Alassane Ouattara de plus de 60 000 places, moi je pense que c'est une grosse faute professionnelle pour à la fois Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la République, de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas su, qui ne sait pas jusque-là gérer l'effectif qu'il a, parce que il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir d'un motif de faute, de manque de temps, de préparation, parce qu'il en a énormément. Il a non seulement participé aux éliminatoires où il a disputé 6 matchs qui pouvaient lui servir, parce que les 6 matchs, contrairement à d'autres équipes qui luttaient pour une qualification, la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc les 6 matchs devrait servir de séances de préparation, d'ajustement tactique pour les sélectionneurs ivoiriens. Malheureusement, il n'a pas saisi cette opportunité lui donnée par la Confédération africaine de football, mais également il a disputé 4 matchs amicaux. Donc avant de rentrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il avait déjà disputé 10 matchs de rodage. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il en avait déjà disputé 2 avant le camouflet d'hier. Donc, sur 12 matchs, si un sélectionneur ne parvient pas à trouver son 11 type, s'il ne parvient pas à trouver ses hommes, les hommes sur lesquels il va se reposer, donc c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Et moi, je pense que si la Côte d'Ivoire parvenait à se faire éliminer, un scénario qu'on ne souhaite pas, vu l'engouement que les Ivoiriens mettent dans la compétition, moi je pense que Jean-Louis Gasset devrait logiquement en payer les prix. La Guinée équatoriale termine en tête avec 7 points plus 6 et se qualifie directement avec le Nigeria qui a eu raison de la Guinée-Bissau 1-0. Le Nigeria deuxième avec 7 points plus 2. La Côte d'Ivoire troisième avec 3 points. On peut parler d'une équipe guinéenne qui a déjoué les pronostics dans ces groupes. Justement, c'est une équipe qui non seulement a pris 7 points sur l'ensemble de la phase des groupes, une équipe qui n'a pas perdu face au grand du groupe, à savoir les Nigériens et la Côte d'Ivoire, une équipe qui a aussi mis 9 buts. C'est quand même révélateur d'une force offensive énorme, incarnée par un certain Emilion Nsoué, un joueur qui joue dans des divisions inférieures, troisième division au niveau de l'Espagne, mais qui montre l'étendue de son talent, surtout de son expérience, parce qu'il était déjà là en 2015, on se rappelle de ses débuts avec l'Inzalang national. Donc si vous voulez, il y a une colonne vertébrale de l'équipe qui était déjà là en 2015, qui est toujours là et qui fait profiter de son expérience à la jeune sélection guinéenne. Donc c'est une équipe, si vous voulez, cohérente, et lorsque vous la voyez jouer, vous avez affaire à une équipe qui est très bien entraînée et qui est prête à surprendre tout le monde. Donc oui, c'est une très belle équipe de la Guinée. Bien sûr, il tombe face à une équipe du Nigeria qui peine encore à retrouver ses automatismes, et bien sûr il tombe face à une équipe de la Côte d'Ivoire qui à mon avis est très mal entraînée. Vous allez m'excuser du terme, mais surtout du fait que je sois un peu dur avec Jean-Louis Gasset, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un sélectionneur qui a eu 10 matchs de préparation avant CAN continue à préparer son équipe en pleine CAN, continue à tripatouiller complètement son attaque et sa défense, mis à part les 3 du milieu de terrain, à savoir Sangaré, Kessié et Fofana. Tout le monde est tripatouillable. Hier on a vu qu'il a préféré Nicolas Pepe à un Jérémy Boga qui était plutôt intéressant aux côtés de Grosso lors du match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Donc c'est en quelque sorte des tâtonnements qui non seulement profitent à la Guinée équatoriale, mais également qui préjudicient une compétition pourtant bien organisée pour la Côte d'Ivoire. Allez, très rapidement pour finir, Gaëtan, dans ces groupes, la Côte d'Ivoire va en tout cas patienter la fin de cette 3e journée pour espérer passer parmi les meilleurs perdants. Mais dans le groupe B, c'est un match du Ghana où les Black Stars passent à côté d'une confrontation face à une équipe mozambicaine menée sur 2 buts marqués par Jordan Ayew sur penalty. Les Ghana s'est fait rattraper au score dans les temps additionnels. Qu'est-ce que cette sélection a manqué pour garder son avance et valider déjà son ticket pour la suite de la compétition, puisque là ils sont déjà out?
il leur a manqué de la résilience, de la concentration après avoir pris de l'avance. Parce que moi, je les avais vus contre les... Moi, je pense que le Ghana a offert à l'Égypte la qualification sur un plateau. On ne peut pas trouver d'autres mots parce que autant face à l'Égypte, je les avais trouvés moins résilients après avoir, à chaque fois qu'ils prenaient de l'avance, ils se faisaient tout de suite reprendre au score. En plus, des cadeaux qui étaient donnés à la fois par les jeunes Boukari, mais également par Iñaki Williams aux attaquants égyptiens, quand l'Égypte n'avait rien proposé du tout. Hier, on a vu aussi qu'ils ont offert 2 buts à leurs adversaires après en avoir marqué 2. Donc, si vous voulez, c'est un problème de concentration, un problème de mental qui fait que les Ghanéens s'écroulent à chaque fois qu'ils ont l'avantage au score et aujourd'hui, ils en payent les prix. Heureusement et n'ont pas pris énormément de buts dans cette compétition parce que si on s'en tient au classement de 4 meilleurs troisièmes, ils sont en avance que la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont un déficit d'un but pendant que la Côte d'Ivoire a un déficit de 3 buts. Donc, si vous voulez, dans ces petits classements de 4 meilleurs perdants, ils passent devant la Côte d'Ivoire. Donc, logiquement, moi, je vois les Ghana finir parmi les 4 meilleurs perdants. Allez, merci beaucoup Gaëtan. On sera ensemble demain pour surtout les matchs de cette soirée. Merci beaucoup, monsieur Ben. Allez, on revient sur les résultats certainement des pays qui sont déjà qualifiés pour dans les groupes A. C'est la Côte d'Ivoire qui encaisse 4 buts devant la Guinée équatoriale. Et puis dans l'autre match du groupe, c'est le Nigeria qui s'est imposé 1-0 devant la Gambie. Déjà, c'est le Nigeria qui passe aux côtés de la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire pourra patienter la fin de cette 3e journée pour être récupéré parmi les meilleurs perdants. Et dans le groupe B, c'est la formation mozambicaine qui a fait égal de 2-2 avec les Ghana. Et puis dans l'autre match du groupe, c'est les Cap-Vert qui s'est imposé, qui a fait aussi jeu égal avec l'Égypte 2-2. Dans ces groupes, c'est les Cap-Vert qui terminent en tête avec 7 points déjà qualifiés aux côtés de l'Égypte 2 points plus 0. Les Ghana 2 points moins 1. L'équipe termine 3e. Donc aujourd'hui, c'est la suite. Et on revient demain pour décrypter les groupes C et les groupes D.